bonsoir et merci de nous rejoindre sur Télécongo, la chaîne nationale. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Une délégation d'Eni Congo était aujourd'hui chez le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Les perspectives d'Eni Congo pour 2021 étaient au cœur des échanges. Le ministre congolais des hydrocarbures qui a pris part à cette audience a évoqué au sortir de celle-ci la question de la gestion du terminal pétrolier de Ndjeno. La redevance audiovisuelle a-t-elle été reversée par la Société énergie électrique du Congo aux ayants droit? La Commission économie et finances du Sénat a convoqué les responsables du Trésor pour répondre à cette question. Dans le cadre de l'assouplissement des mesures de lutte contre le Covid-19, les sports ont été à nouveau autorisés. Les modalités de reprise du football de compétition ont été au cœur des échanges au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Ouverture ce matin à Brazzaville du forum sur l'évolution de la FinTech au Congo, organisé par l'association Pratique. Ce forum a pour objectif d'aider à l'essor de la finance numérique. Invité du journal, Florent Michel Okoko, secrétaire permanent du comité national Iti Congo, avec qui nous allons parler de la validation du Congo au statut de la validation du Congo comme pays ayant fait des progrès significatifs par le conseil d'administration de l'ITIE international. Voilà donc pour le sommaire. Madame, Monsieur, une fois de plus, bonsoir si vous venez de nous rejoindre. Une délégation de la société Eni Congo était ce matin chez le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Au menu de leur entretien, les perspectives d'Eni Congo pour 2021. Plus de détails dans ce reportage de Roch Kiamba. Une délégation de la société italienne d'exploration, de production et de distribution d'énergie, Eni, conduite par Alessandro Puliti, directeur des ressources naturelles, a été reçue en audience par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Cette délégation est allée exprimer au chef de l'État sa solidarité avec le peuple congolais pendant cette période difficile marquée par la Covid-19. Les deux parties ont discuté sur la situation économique globale, en particulier du secteur pétrolier, et ont fait le point sur les activités du groupe Eni dans le pays. Nous avons eu l'honneur d'être reçus par son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour Eni, qui avait demandé donc une audience pour simplement échanger et discuter sur l'avenir de cette société, les avancées en matière d'exploration et de production, les investissements à consentir pour 2021 et pour le futur. Donc nous avons simplement balayé déjà avec le partenaire Eni Congo SA, donc l'ensemble des sujets qui touchent donc à leur activité en République du Congo. Pour votre gouverne, Eni est une société italienne d'hydrocarbures créée en 1953. Elle est présente au Congo dans les secteurs du pétrole, du gaz et de la pétrochimie. Voilà, toujours au sortir de cette audience, le ministre congolais des hydrocarbures, Jean-Marc Tchister Tchikaya, a apporté des éclaircissements également sur la gestion du terminal pétrolier de Ndjeno et la relance du contrat de partenariat qui lie le Congo au groupe Total qui gère ce terminal. En rappel, ce contrat arrive à échéance le 18 novembre prochain. Suivez. Nous avons un terminal de Ndjeno qui arrive à échéance d'ici un mois. Le 18 novembre. Ça veut dire que ce terminal, aujourd'hui, qui a été exploité, opéré par un consortium avec à sa tête Total EP Congo, tous les coûts, tout ce qui a été fait est censé avoir été récupéré et donc à partir du 18 novembre prochain, ce terminal appartiendra à 100% à la République du Congo. Donc, de façon souveraine, la République du Congo est en droit de s'interroger sur quel est le meilleur intérêt pour la République du Congo, mais quel est aussi l'intérêt de la République pour ne pas pénaliser l'ensemble des sociétés qui opèrent ce terminal, mais aussi qui produisent en République du Congo. Comment faire en sorte qu'il y ait un équilibre pour que ce terminal pétrolier de Ndjeno continue à produire et que l'intérêt de l'État soit garanti, voire même certainement amélioré par rapport à ce qui se faisait. Donc il y a toute une équipe qui travaille depuis plusieurs mois à l'élaboration de textes, à la discussion avec l'ensemble des opérateurs pétroliers pour
voir quel avenir, de façon souveraine, la République veut faire de ces terminales. À l'instar des autres pays, nous ne sommes pas en marge de ce qui se passe dans la sous-région ou au niveau international. Le Conseil d'administration international de l'ITIE, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, vient de valider le statut du Congo comme pays ayant fait des progrès significatifs dans la mise en œuvre de la norme ITIE 2016 assortie d'améliorations substantielles. Nous recevons donc sur ce plateau M. Florent Michel Okoko. Il est le secrétaire permanent du Comité national de l'ITIE Congo et avec lui, nous allons donc parler de cette accession du Congo à ce statut de pays ayant fait des progrès significatifs. Bonsoir, Monsieur Okoko. Bonsoir, Madame. Merci de m'avoir invité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça et quel était l'intérêt pour le Congo d'accéder à tout prix à ce statut? Premièrement, il est important de savoir que être à l'ITIE est d'abord une volonté politique de notre État, volonté politique de notre gouvernement. Et dans le cadre de cette évolution, nous avons dans ce pays une plateforme qui est quasiment une plateforme unique, où à la fois les administrations de l'État, les sociétés industrielles et la société civile parlent ensemble sur la meilleure manière de pouvoir mettre en place la transparence dans les industries extractives. De ce fait, c'est important d'avoir une initiative d'ordre mondial dans laquelle le Congo participe avec beaucoup d'efficacité. Et d'autre part, il est aussi important de savoir que dans le cadre de la gestion des finances publiques, cette initiative a aussi un apport certain. Le Congo est apprécié à la fois par le Fonds monétaire international, à la fois par la Banque mondiale, à la fois par différentes conventions, dont par exemple le GAFI, qui a un fort intérêt à savoir comment le Congo met en place cette initiative. Être un pays ayant fait des progrès significatifs montre que dans notre pays, le gouvernement, le président de la République, qui a marqué à la fois devant le Parlement, réuni au Congrès et devant plusieurs interventions, montre l'intérêt de notre pays à faire en sorte que cette initiative puisse être réellement mise en œuvre dans notre pays. Voilà cet intérêt. Après l'accession du Congo à ce statut, il faut une troisième validation, toujours par le Conseil d'administration international de l'ITIE, cette fois-ci au statut de pays conforme. Oui, c'est ça. Quelles sont les conditions? Il y a des conditions aussi. Bien sûr, bien sûr. Nous avons jusqu'au 11 mars 2022 pour mettre en place 9 mesures correctives. Ces mesures correctives portent sur la relation avec la société civile qui a besoin d'être quelquefois améliorée, même si dans notre pays, il faut reconnaître qu'on a mené cette relation à un niveau d'institution. Il faudrait que dans le cadre de nos relations entre les entreprises d'État, notamment la Société nationale des pétroles du Congo, qui a fait des efforts qui sont félicités par la communauté internationale, qui a fait des efforts, il faudrait qu'à ce niveau, on ait aussi une évolution constante. Et bien sûr, au niveau de nos rapports avec nos partenaires, dans le cadre des différents processus d'attribution, etc., le Congo a besoin simplement de montrer que nous faisons les choses de manière correcte et que ces procédures, qui sont en fait des textes d'application de notre code des hydrocarbures, de notre code des mines, tous ces textes doivent être réellement, avoir leur texte d'application de telle manière à ce que, clairement établi, on puisse dire que notre pays fait les choses de la manière la plus correcte, comme toutes les institutions, comme tous les pays à ce niveau de la norme. Êtes-vous donc sûr qu'à la date échéante et de la date fixée par le Conseil d'administration, que le Congo aura rempli toutes ces conditions? Madame, le plus important dans la mise en œuvre de l'initiative dans notre pays, c'est la volonté politique. Et la volonté politique, elle est marquée par d'abord l'implication nette du gouvernement de la République, l'implication nette de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et je pense que les échéances sont très proches. Le 11 mars 2022 n'est pas trop loin. Déjà, cette semaine, nous avons eu un comité national de l'ITIE qui a été présidé par les 3 ministres qui sont à la fois les patrons de l'ITIE, je veux dire le ministre des Finances et du Budget, le ministre des Mines et de la Géologie et le ministre des Hydrocarbures. Donc je veux dire par cela qu'ils ont marqué nettement
la volonté politique du gouvernement de faire en sorte que nous puissions, au 11 mars 2029, être considérés comme un pays conforme et on fait des efforts satisfaisants. Donc je crois que la volonté politique y est. Merci bien, Monsieur Florent Michel Okoko, pour toutes ces informations et éclaircissements. Je rappelle que vous êtes le secrétaire permanent du Comité national de l'ITIE Congo. Merci bien, madame. Dans la suite de l'actualité, en marge de la célébration le 30 septembre dernier du 75e anniversaire des Nations Unies, un sommet mondial sur la biodiversité a été organisé à New York. La ministre du Tourisme et de l'Environnement, Arlette Soudan-Nono, qui a représenté le Congo à ses assises par visioconférence, a rappelé les efforts consentis par le gouvernement congolais à résoudre de façon significative la gestion durable de ces forêts et de ces écosystèmes fragiles. Commentaire Chantal Moukoko. Organisé par le secrétaire général des Nations Unies, ce sommet mondial sur la biodiversité vise à fournir une orientation politique et à créer une dynamique en faveur du développement d'un cadre mondial de la biodiversité pour l'après 2020. À cette grand-messe, la voix de la République du Congo, portée par la ministre du Tourisme et de l'Environnement, coordonnatrice technique de la Commission climat du bassin du Congo, au nom du président de la République, a rappelé le lien existant entre la dégradation de la biodiversité et les changements climatiques. C'est pourquoi la République du Congo, située au cœur du bassin du Congo, deuxième poumon écologique de la planète, consciente de la nécessité de préserver ce patrimoine mondial qui représente près de 10% de la biodiversité de la planète, s'est très tôt engagée dans la gestion durable de ces forêts à travers l'aménagement forestier et la certification forestière. Nous avons en outre créé 17 aires protégées qui représentent près de 13% du territoire national. La préservation et la protection des tortues marines nous ont mené à entreprendre la création d'une aire marine protégée dans la baie de Luango. Plus récemment, la découverte des tourbières sur une superficie de près de 145 500 km² dans la cuvette centrale du bassin du Congo et qui séquestre près de 30 milliards de tonnes de carbone nous engage à gérer durablement ces écosystèmes fragiles. Action urgente en faveur de la biodiversité pour le développement durable, c'est sous ce thème que s'est tenu ce sommet mondial sur la biodiversité. Justement, concernant toujours l'environnement, au Congo, la ministre du Tourisme et de l'Environnement a eu des échanges aujourd'hui avec le directeur résident de la coopération à l'ambassade d'Allemagne en RDC sur les préparatifs des activités liées au démarrage des projets sur les changements climatiques au Congo. Retrouvons une fois de plus Chantal Moukoko pour ce reportage. L'Allemagne entend soutenir les pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale à s'adapter au changement climatique. En échangeant avec la ministre du Tourisme et de l'Environnement, Arlette Soudan-Nono, le directeur résident de la coopération à l'ambassade d'Allemagne en RDC a laissé entendre que dans les tout prochains jours, son pays compte financer la phase des préparations des projets sur le changement climatique au Congo. Nous venons de terminer une session de travail extrêmement fructueuse avec son Excellence, Madame la ministre, parce que notre ministère de l'Environnement, qui veut financer ce projet, nous a donné feu vert en principe pour commencer avec une phase chaude de préparation pour discuter certains détails, comment avancer maintenant rapidement avec la dite préparation du projet. Les activités de ce projet démarreront en mi-2021, a annoncé le directeur résident de la coopération à l'ambassade d'Allemagne en RDC. Découvrons ensemble ce décret qui nous vient de la primature. Il s'agit du décret numéro 2020-374 du 21 septembre 2020 portant nomination des directeurs départementaux du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Le Premier ministre, chef du gouvernement, vu la Constitution, décrète, article 1er, sont nommés directeurs départementaux de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Département de la Bouenza, Miasouamana Jean-Marie, professeur certifié de lycée de 7e échelon. Département de Brazzaville, Awassa Charles, professeur certifié de lycée de 16e échelon.
Département de la Cuvette, Ocotan, Ernest Didas, professeur certifié de lycée, 6e échelon, département de la Cuvette Ouest, Sika Edouard, professeur certifié de lycée, 10e échelon, département du Kouilou, Kali Bichini Pierre, professeur certifié de lycée, 12e échelon, département de la Lekoumou, Mfoura André, professeur certifié de lycée, 6e échelon, département de la Likwala, Manar Patrick Modeste, professeur certifié de lycée, 12e échelon, département du Niari, Poitiers, Patricia Nicole, professeur certifié de lycée, 10e échelon, département des Plateaux, Bourangon Raymond, professeur certifié de lycée, 7e échelon, département de Pointe-Noire, Sitou Jean-Baptiste, professeur certifié de lycée, 10e échelon, département du Poul, Congo, Bruno Jean-Marcel, professeur certifié de lycée, 4e échelon, département de la Songa, Kalat Serge Roland, professeur certifié de lycée, 7e échelon. 7e échelon, voilà. Célébration ce 1er octobre de la Journée internationale des personnes âgées, une journée instituée dans le but de rappeler à tous que les droits des personnes âgées sont indissociables des principes énoncés par les Nations Unies. Cette année, le thème choisi est « Protégeant nos personnes âgées contre la pandémie de Covid-19 ». À cette occasion, la ministre en charge de la Santé et de la Population, Jacqueline Lydia Mikolo, a rendu publique une déclaration résumée dans ce reportage de Noémie Cocotte. Célébrée pour la première fois le 1er octobre 1991, la Journée internationale des personnes âgées de cette année, qui coïncide avec l'existence de la pandémie de Covid-19, a pour but de rappeler que les droits des personnes âgées sont indissociables des principes énoncés par l'Organisation des Nations Unies. Cette célébration a un impact dévastateur sur les personnes âgées vivant dans les centres de soins à travers le monde. Les adultes de 60 ans et plus représentent la plus grande part des cas signalés d'hospitalisation, d'admission aux soins intensifs et de décès associés au Covid-19. En République du Congo, selon le rapport du 26 septembre 2020, la part des personnes âgées de 60 ans et plus atteintes du Covid-19 est de 8%. Elle représente 43% des décès enregistrés. Le thème de cette édition s'intitule « Protégeant les personnes âgées contre la pandémie du Covid-19 ». Le gouvernement de la République réaffirme son engagement à soutenir les investissements à l'actif des personnes âgées. Ces investissements, qui devront concorder avec les besoins inhérents aux personnes âgées, tiendront non seulement compte des implications sociales, économiques, culturelles et éthiques, mais aussi de l'urgence de protéger les personnes âgées contre le Covid-19. Dans la lutte contre le Covid-19, protégeant les personnes âgées. Dans le cas de l'assouplissement des mesures prises dans la lutte contre le Covid-19, le gouvernement a annoncé dans sa dernière communication la reprise du sport. Le ministre en charge des sports, Hugues Ngolondele, a eu des séances de travail d'abord avec le Comité national olympique et sportif congolais, ensuite avec la Fédération congolaise de football pour définir les modalités de reprise du sport. Le reportage de Gelati Anze Dokayo. Double séance de travail au ministère des Sports et de l'Éducation physique. La première, il s'est agi de la reprise des compétitions sportives. Le patron du département des sports, Hugues Ngolondele, a précisé au Comité national olympique et sportif congolais sur la dérogation qui ne concerne que le football, particulièrement les équipes Diable Rouge A, Diable Rouge A', Diable Rouge Dame U20 et les deux clubs qualifiés aux compétitions interclubs de la CAF, à savoir l'Étoile du Congo et la Soto. La dérogation, pour l'instant, est faite pour le football. Et peut-être que progressivement, on va arriver à d'autres fédérations. C'est pour ça que j'ai préféré passer par le comité olympique pour pouvoir passer ce message à toutes les fédérations. Nous allons nous atteler à faire passer un communiqué pour demander aux autres fédérations de garder le statu quo. La seconde séance de travail, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Hugues Ngolondele, a reçu le bureau exécutif de la Fédération congolaise de football
bénéficiaire de la dérogation accordée par la Task Force. Il nous faut aussi, pour vous la FECOFOOT, faire une présentation d'un programme pluriannuel, chiffré, sur la préparation qui nous permettrait d'atteindre nos objectifs fixés. Pour les autres fédérations nationales sportives, le statu quo demeure jusqu'à nouvel ordre. Ouverture ce matin à Brazzaville d'un forum sur l'évolution de la FinTech au Congo. Ce secteur encore embryonnaire pour les Congolais nécessite un tout autre regard en vue du développement socio-économique du Congo, pense l'organisatrice de ce forum qui n'est autre que l'association Pratique. Sont concernés par ce forum les acteurs évoluant dans le secteur de la finance et du numérique. Le reportage de Duclerc Pondenguier. La FinTech est cette innovation qui associe les finances à la technologie. Très vite, elle s'est développée au début des années 2010. Face aux multiples difficultés, de plus en plus de nombreux citoyens de par le monde y font recours pour se faciliter la vie. Aux administrations, la FinTech aide à dématérialiser certaines procédures, d'où on parle aujourd'hui de la banque mobile, de mobile money et bien d'autres. En organisant ce forum, l'association Pratique s'emploie à accompagner les pouvoirs publics à relever plusieurs défis. Il y a aujourd'hui un vrai écosystème FinTech et maintenant il faut l'encadrer, il faut l'accompagner, il faut le développer, il faut beaucoup d'innovation et donc c'est ce que nous sommes en train de faire à travers ces tables rondes, ces conférences qui nous permettent de fédérer les savoirs, les compétences. L'innovation est au cœur de la FinTech et nous l'encourageons. L'inclusion financière, un grand chantier pour l'État congolais. Présentement, une étude est en cours sur la défiscalisation des terminaux électroniques, ce qui permettra d'appuyer les start-up. Si demain, sur les nouvelles technologies, que le Congo veut généraliser par exemple la fibre optique et a besoin de financement, nous pouvons organiser la table ronde des financements. Nous pouvons venir pour participer afin que ce large projet d'infrastructure soit développé. Dans le panel inaugural, le directeur général de l'ARPCE, abordant la question de l'apport des technologies au domaine financier, a évoqué quelques imperfections. Il s'agit de la sécurité, la législation et les infrastructures. Dans l'actualité également, la rétrocession de la RAV, la redevance audiovisuelle par la société Énergie électrique du Congo, est toujours d'actualité au Sénat. Les membres de la commission économie et finances ont auditionné les responsables du Trésor sur ce qu'ils ont déjà perçu de cette RAV et si elle a déjà été rétrocédée aux ayants droit. On voit tout ça dans ce reportage de Florent Angueli. La commission économie et finances du Sénat, plus que jamais déterminée à dissiper les malentendus autour de la RAV, redevance audiovisuelle. Avec la délégation du Trésor public, conduite par le deuxième fondé du pouvoir, André Lema, il était question d'avoir une idée nette sur l'enveloppe que cette structure a reçue de l'ex-SNE dans le cadre de cette taxe et comment l'a-t-elle gérée. Selon le deuxième fondé du Trésor, les rétrocessions dans son ensemble ont été suspendues depuis 2013 et rétablies en 2018. Mais le manque de textes fixant la répartition de la RAV ne permet pas au Trésor public de reverser cette redevance à qui de droit. N'ayant pas de texte qui décide sur la rétrocession de cette redevance, nous sommes restés suspendus à cette question parce que l'arrêté, le premier arrêté que nous avions avec nous, et nous avons souvenance, c'est l'arrêté 4585 qui fixait les modalités de répartition comme suite. 40% de la redevance était pour les productions télévisuelles, dont 60% locales et 40% étrangères, 25% pour les productions radio, 20% pour la télédiffusion du Congo, et 15% pour l'amortissement des équipements. Toutes les taxes étaient annulées. Et à ce jour, je ne sais pas s'il y a un nouvel arrêté qui avait été pris pour procéder à la répartition de cette redevance. Prenant la parole à son tour, Jean-Marie Epouma estime que cet argument n'a pas sa raison d'être. On ne peut pas dire qu'il a manqué de texte. Cet arrêté, là déjà, même si ça pose un problème
avec bien sûr les médias privés. Ça, c'est notre débat. Mais aujourd'hui, on se rend compte que, comme l'a dit le troisième fondé du pouvoir, mais il faudrait, et déjà même à partir de cet arrêté, on peut bien retrocéder, à moins que vous puissiez nous dire non, ce n'est pas possible. Dites-nous ça, vous qui êtes des experts. Alors, si vous ne pouvez pas le dire, donc à partir de cet arrêté, on peut bien retrocéder, à partir du moment où l'ordonnateur, qui est le ministre de la Communication, il écrit pour dire, bon, compte tenu de ce qui est prévu au niveau de la loi de finances, par exemple, bon, c'est 100 millions. Bon, on aimerait avoir, donc, en fait, pour tout l'exercice, il faudrait qu'il y ait ces 100 millions qui puissent, donc, par séquence, en tenant compte, bien sûr, des difficultés, de la gestion de la trésorerie que vous avez. Nous en avons déjà débattu. Ça, c'est notre débat demain. Donc, on va peaufiner. Mais ici, on a la juste impression que, eh bien, écoutez, c'est de l'argent que l'on prend pour mettre effectivement dans la caisse commune, parce qu'il y a l'unicité de caisse. On ne dit pas qu'on va prendre tout cet argent, mais demain, nous allons, nous, à notre niveau, le revoir. Parce que c'est l'argent que les Congolais donnent pour un objectif précis. Les écarts constatés dans les écritures comptables n'étant pas justifiés, les sénateurs de cette commission ont décidé d'effectuer dans les tout prochains jours une descente au trésor public pour plus de clarté. Voilà, et pendant ce temps, de son côté, la commission santé du Sénat a visité 3 centres hospitaliers accueillant les malades du Covid-19, notamment l'hôpital de l'amitié sino-congolaise de Mfilou, le CHU de Brazzaville et la clinique Albert Léono, afin de se rendre compte de la prise en charge des malades. À Léono et au CHU de Brazzaville, il n'y a plus de malades Covid-19, ils ont tous été guéris. C'est ce qui ressort de leur visite. Le reportage de Florent Angueli. Après avoir eu un bref entretien avec la ministre de la Santé, la délégation des sénateurs de la commission Santé, Famille, Genre et Développement Durable, conduite par Odette Massoussa, s'est rendue à l'hôpital de l'amitié sino-congolais à Mfilou, où elle a été édifiée sur la gestion des malades du Covid. Ici, il ne reste que 2 patients positifs, signe que ce virus est en train d'être endigué. Au CHB, la délégation est passée d'un compartiment à un autre, question pour elle de toucher du doigt la réalité. Plus de peur que de mal, tous les malades du Covid ont été guéris et libérés. De manière globale, on devrait se réjouir de la manière dont les patients Covid sont pris en charge au Congo. Alors en ce net moment, on a 0 patient et pas plus tard qu'avant-hier, nous avons signé près de 6 à 7 sorties. Le centre médico-social et municipal Albert Léono à Wendje a constitué la dernière étape de cette ronde. À l'image du CHB, tous les lits réservés pour accueillir les malades Covid sont vacants parce que ces occupants ont été tous guéris, à la grande satisfaction des sénateurs. Nous avons chuté ici à Léono. Il n'y a pas de malades dans la plupart de ces sites. En charge a été tellement effective. L'appareillage qui a été mis à disposition du personnel soignant, vous voyez aujourd'hui qu'il y a de très bons résultats. Très bons résultats parce que nous pouvons dire qu'il y a un ralentissement de la propagation de la maladie au niveau des populations. La raison, elle est simple, c'est ce que nous avons constaté sur le terrain. Continuons à respecter les mesures barrières afin de barrer la voie à cet ennemi invisible. Autre fait de l'actualité, le 10 octobre prochain, des équipes vont descendre dans les quartiers de Brazzaville pour sensibiliser les populations sur la lutte contre la pandémie du Covid-19. Les élus locaux de Djiri et Talangay ont co-animé une conférence de presse au cours de laquelle ils ont présenté le calendrier de ces descentes. Le reportage de Prémis Ngakana. Devant les professionnels des médias, Gilles Latron Gabangui, élu local de Djiri, et Marlène Dominique Okema, élu local de Talangay, ont présenté les différents points qui feront l'objet de discussions avec les populations de Brazzaville concernant les enjeux actuels et futurs afin de trouver quelques pistes de solutions. Dans le souci de nos habitants, nous allons réitérer à la population de respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement. Nous connaissons tous le phénomène des bébés noirs. Il serait pour nous
l'occasion de discuter avec la population, de trouver des pistes de solutions. À son tour, le conseiller de Talangaï a présenté le calendrier des activités prévues. Samedi 10 octobre, s'effectuera notre première descente à Diri. Le 31 octobre 2020, à Wende. Le 14 novembre 2020, à Bakongo. Le 28 novembre 2020, à Mungali. Le 12 décembre 2020, à Potopoto. Le 26 décembre 2020, à Makelekele. Cette série de descentes débutera le 10 octobre dans l'arrondissement 9 d'Iri et prendra fin le 5 février 2021 dans le 6e arrondissement Talangaï. Sylvia Makoso Ngakabi, administrateur maire de Mfilou, a effectué le samedi dernier une descente dans quelques quartiers placés sous sa tutelle, une descente qui a permis au maire de Mfilou et les chefs de quartier d'échanger autour des problèmes qui minent ces quartiers, mais aussi une occasion pour le maire de Mfilou de sensibiliser les chefs de quartier au respect de la déontologie administrative. Sarah Ambenzamokia. Cette descente de l'administrateur maire du 7e arrondissement Filou, dans les quartiers Kasbarni et Inchali, s'inscrit dans le cadre de son programme intitulé « Crédibilité Filou d'ici décembre 2020 ». Un programme qui, selon Sylvia Makoso Ngakabi, vise à sensibiliser les chefs de quartier, de blocs et de rues au changement de mentalité et au respect de la déontologie administrative. Mfilou Ngamaba s'est engagé pour un arrondissement crédible d'ici fin 2020, tout simplement parce que la crédibilité va de soi et nous avons jugé bon. Bannir tout ce qui est corruption, bannir tout ce qui est concussion, bannir tout ce qui est mercantiliste, bannir tout ce qui est mauvais accueil. Et aussi nous avons tenu compte que l'homme dans son entreprise ne peut être que crédible une fois qu'il respecte la déontologie administrative. Une communication qui n'a pas laissé indifférents ses dirigeants. Nous avons pris 4 options. C'est être loyal, être honnête, sincère et disponible. C'est ce que nous avons pris comme option pour accompagner Madame le maire dans son initiative de l'arrondissement 7 Filou Ngamaba, crédible d'ici décembre 2020. Pour boucler sa ronde, le maire de Filou est allé visiter des sites où seront construits l'école et le marché du quartier Kasbarnier. En politique, le comité fédéral du PCT Poul, qui vient de tenir sa session inaugurale, a adopté au cours de cette session son budget exercice 2020. Celui-ci s'élève à la somme de 47 660 000 francs CFA. Les travaux ont été patronnés par Marie-Jeanne Koulumbu, présidente de cette fédération, élue récemment. Merveille Isombo. La session inaugurale du comité fédéral du PCT Poul, tenue en présence du délégué national Jean-Pierre Manoko Kouba, a permis d'adopter les points en débat, notamment le budget exercice 2020 estimé à 47 660 000 francs CFA. Première femme à présider aux destinées d'une fédération, Marie-Jeanne Koulumbu prend les rênes de la fédération PCT Poul à un moment où le pays s'achemine vers la présidentielle de 2021. L'heure est au travail, souligne-t-elle. Il n'y a plus de temps à perdre. Le bal est déjà ouvert, nous allons nous mettre au travail. Tout est axé sur l'élection présidentielle. Mais il y a d'abord aussi la mobilisation des forces. Les militants, partout où ils se trouvent, doivent se mobiliser pour être prêts au combat que nous aurons l'année prochaine. Le Poul a toujours donné le maximum de lui-même. Au regard de l'immensité de la tâche, le délégué du Parti congolais du travail appelle à l'union sacrée de tous les membres de la fédération. Nous savons que la tâche est ardue. Elle n'est pas seulement une tâche qui incombe aux instances que nous avons mises en place, mais c'est une tâche qui incombe à tous les membres du parti de la fédération PCT Poul, qui doivent relever les défis qui pointent à l'horizon. Avec la tenue de cette session, s'annonce le mandat du secrétariat fédéral du PCT Poul qui se donne plusieurs objectifs. Des objectifs qui doivent obéir aux directives du parti, comme l'a martelé le délégué national.
Parlons toujours du PCT. Les différents présidents des sections du comité PCT Pokola dans la Sangha, élus récemment dans le cadre de la restructuration des organes de base de ce parti, viennent d'être investis dans leurs fonctions. Plus de précisions avec Serge Bruno Mienata. Pokola, dans le département de la Sangha, jouit désormais du statut d'un comité à part entière. Avant la mise en place du bureau du comité, 4 sections et 53 cellules se sont constituées avec pour objectif principal raviver les flammes du parti pour des victoires futures. C'est justement ce message de cohésion, du dynamisme et de fidélité aux fondamentaux du PCT que la délégation du comité central, conduite par André-Georges Oba, a déballé aux militants de Pokola. Après être présentés officiellement par les membres du comité central, les responsables des sections ont reçu les insignes du parti, une façon de les investir dans leurs fonctions. Nous avions présenté les 4 bureaux, les 28 membres du bureau ont pris une motion de soutien au président de notre parti, le camarade Denis Sassou Nguesso. Au total, 676 militants ont été répertoriés pour le comité PCT Pokola. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Ce journal a été réalisé par Arsilandou et Mar Bongo, collaboration rédactionnelle Kurikunga, Héritier Banabele et Duclerc Pondenguier, chef d'édition Ismaël Akiana et Patrice Bongui, sous la supervision de Brice Aristide Mbenza. Vous avez pu vous informer aujourd'hui. Un grand merci en tout cas pour toute l'équipe qui a travaillé depuis le début de la semaine pour changer l'habillage de notre journal. Au revoir. Demain, vous serez en compagnie de Frédéric Bidier.